Bon, je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler des études que j'ai réalisées à l'INSEAD. Donc l'INSEAD, en fait, c'est une école de commerce, une business school qui est à Fontainebleau depuis 50 ans et puis aussi à Singapour, dans laquelle on forme des MBA et puis de la formation permanente. On n'est pas une société, on est une école. Et dans cette école, il y a un département marketing. Et dans le département marketing, peut-être ça surprendra certains d'entre vous, on n'est pas forcément en train d'aider Coca-Cola ou McDonald's à vendre plus, mais on fait vraiment des études pour essayer de comprendre le comportement du consommateur. Et moi, ma spécialité, c'est de comprendre le comportement du consommateur vis-à-vis de l'alimentation et l'impact du marketing des industriels et des restaurateurs. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je vais parler de la perception des quantités consommées, mais mon objectif plus global, c'est d'essayer de comprendre pourquoi toutes les campagnes d'éducation qu'on connaît tous ont finalement donné des résultats assez peu satisfaisants et pourquoi finalement il n'y a pas cette relation entre l'information et le comportement qu'on espère tous. Et même pour les gens qui sont motivés, même ceux qui veulent essayer de perdre du poids, de limiter, ont beaucoup de mal à le faire. Et une des pistes de réponse que je vais apporter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème, un biais de perception, dans la perception par tout un chacun, notamment des quantités consommées. Et donc, sans plus attendre, je vais replacer la présentation des études que j'ai faites dans un contexte plus global, qui est qu'en fait, le suivant, j'appelle ça l'approche qualitative ou catégorielle ou stéréotypée de l'alimentation. C'est-à-dire que si on interroge les consommateurs, mais même du point de vue des pouvoirs publics, des industriels, de l'industrie du régime, on a tendance à privilégier une approche qui contraste les bons aliments et les mauvais aliments. Le monde se sépare en deux. D'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais. Ici on voit ça, c'est une institutrice qui est en train d'expliquer, voilà, vous avez à gauche ce qui n'est pas bon, chocolat, Burger King, McDonald's, à droite ce qui est bon, salade, et les fraises, etc. Et ici on a un blueberry muffin, qui n'est pas forcément d'ailleurs, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais c'est en fait une approche qui est basée sur l'idée que on grossit quand on mange mal, et si on mange équilibré, tout va bien. Ce qui évidemment n'est pas idiot, mais le problème de cette approche qualitative fondée sur le choix de ce qu'on mange, ça entraîne un manque d'intérêt et d'attention à l'autre question primordiale, comme on le disait en introduction, qui est combien on mange. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans un certain nombre d'études. Lorsque, par exemple, on demande aux gens qu'est-ce qui est plus important quand on veut perdre du poids, ce qu'on mange ou combien on en mange, 78% des gens disent ce qu'on mange. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui pensent que si on mange des produits qui ne contiennent pas de gras, on ne peut pas grossir. C'est le gras qui fait grossir. 42% des personnes interrogées dans cette étude disent que, bon, bien sûr, il existe des exceptions, mais la plupart des aliments sont soit bons, soit mauvais pour la santé. Et quelle que soit la quantité. Et dans une étude fameuse, on a montré que des gens pensaient que, par exemple, un régime sans sel absolument était meilleur qu'un régime où on avait une pincée de sel par jour. Or, sans sel absolument, c'est très, très, très mauvais pour la santé, évidemment. Donc, un produit est bon ou mauvais, quelle que soit la quantité. Et dans une étude aussi assez intéressante, on a demandé aux gens, qu'est-ce qui est pire? Manger un mini sneaker, quand on a faim, par jour, ou manger du fromage blanc maigre, 3 carottes et 3 poires. Donc, on voit un sneaker mauvais, fromage blanc, carottes, poires, bon. Mais donc le résultat, est quand même, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'un mini sneaker, c'est quand même vraiment mini, il y a 47 calories, alors que de l'autre côté, on est en train de parler de quelque chose qui est 10 fois plus élevé, en calories, lipides, glucides, tout ce qu'on veut. Et bien finalement, en dépit de cela, on avait la très grande majorité des personnes interrogées qui disaient un mini sneaker, ça fait plus grossir que si on mange cet ensemble qui est là à droite. Donc dans ce contexte où on se focalise sur la qualité des aliments, moi, les questions que j'essaie d'aborder aujourd'hui, auxquelles je vais essayer de répondre, c'est quel est l'impact de deux actions marketing de fond qu'on a tous constatées. D'une part, l'augmentation de la taille des portions. D'autre part, le positionnement de plus en plus de produits ou de chaînes de restaurants sur l'axe santé. En quoi ces tendances du marketing associées au focus sur la qualité peuvent entraîner des biais dans les perceptions. Donc tout d'abord, je vais présenter rapidement un peu ces tendances. On a tous demandé un Coca, s'il vous plaît. Si on va dans une chaîne de fast-food, aujourd'hui, on a 3 choix. On a le petit, le moyen, le gros. Clairement, le petit, c'est pour les enfants, c'est marqué dessus. Le gros, bon, c'est peut-être trop, donc on va avoir tendance à choisir le moyen. D'ailleurs, la plupart des études ont montré que les gens évitent les extrêmes et veulent quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire en moyen. Et en faisant cela, en fait, on oublie que, bien sûr, relativement, c'est important, mais qu'un moyen, c'est quand même 40 centilitres, et que c'est en fait le double de ce qui était un Coca normalement il n'y a pas si longtemps.
je ne me considère pas très vieux, mais je me souviens quand même d'avoir consommé des bouteilles de coca de 19 centilitres. Et aujourd'hui, même le petit, c'est-à-dire le format enfant, contient plus de coca que ce qui était la norme avant. Et donc, pourquoi est-ce qu'on voit ça apparaître? Parce qu'il y a en fait une très grande incitation financière pour les restaurateurs ou les industriels à augmenter les tailles. Parce que bon, il faut bien comprendre que pour un restaurant, par exemple, la plupart des coûts sont des frais fixes. C'est l'immobilier, c'est les salaires, c'est la pub. Et que le coût de la matière première, par exemple, du coca, est assez minime. Je ne suis pas en train de parler d'un restaurant 3 étoiles, évidemment. Donc, pour le restaurateur, on a toujours intérêt à faire acheter une portion un peu plus importante, parce qu'on pourra la vendre un peu plus cher. Le consommateur est content parce que c'est moins cher au litre. Finalement, tout le monde est content, sauf évidemment que derrière, 50 centilitres de boisson sucrée, c'est quand même 200 calories. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête à 50 centilitres. Aux États-Unis, dans les années 80, 7-Eleven, qui est une chaîne de, comment appeler ça, de supermarchés de proximité, a lancé le Big Gulp. À l'époque, tout le monde a poussé des hauts cris en disant « mais c'est ridicule, 1 litre de coca, qu'est-ce qui va consommer ça ?» Eh bien, il se trouve que si on donne 1 litre de coca, les gens vont le consommer, ou d'un autre soda. Et donc, pourquoi s'arrêter là? Ensuite, ils ont introduit le Super Big Gulp, à 120 centilitres. Et maintenant, on peut, pour $1,99, acheter le double Gulp, qui contient quand même presque 2 litres de soda. Et donc, on passe de 80 calories pour un coca, aujourd'hui, à 10 fois plus. Et le problème, c'est qu'on pourrait se dire, bon, les gens sont libres, mais en fait, il n'y a aucune indication de quantité sur ces gobelets. On ne sait pas du tout combien ils représentent. Et comme je vais vous le montrer après, on a beaucoup de mal à estimer les quantités comme ça en absolu. C'est un phénomène général. On ne le retrouve pas simplement sur les boissons, mais aussi sur l'alimentation. Pas uniquement aux États-Unis, mais aussi en France. Une taille de portion de frites a triplé en 20 ans. Des pizzas aussi ont augmenté. On est passé de la tranche de pizza, qu'on mange même chez soi, à une pizza entière. Les burgers, même si on regarde par exemple les recettes, les livres de recettes de cuisine, on voit que la taille des portions moyennes ont augmenté dans les 50 dernières années. Et d'ailleurs, il y a toujours un peu un jeu entre les gens qui s'intéressent à ça pour découvrir quel est le burger le plus gros qui est sur le marché. Et en ce moment, le record, probablement, mais évidemment, ça va pas durer, c'est cette chaîne en Californie qui s'appelle Heart Attack Grill, attaque cardiaque, okay, dans lequel ils vendent un burger qui s'appelle triple pontage, qui contient quand même 8000 calories. Le burger, 8000 calories. Et tout est fondé justement là-dessus, sur cette idée, on prend le contre-pied de la police de l'alimentation qui disent qu'il faut manger, etc., de McDonald's parce qu'ils ont réduit leurs portions. Et ça, c'est la chaîne pour les gros mangeurs, pour les vrais mecs qui n'ont pas peur, etc. Et le slogan de ce burger, c'est un goût à en mourir. Et les serveuses sont habillées en infirmières, il y a un défibrillateur à côté, etc. Ils ont fait toute leur communication là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que pas simplement les portions augmentent, mais en fait, la taille et la forme des portions changent. Même chez Starbucks, qui n'est pas considéré comme des fast-food bas de gamme, c'est quand même très cher, on a différentes tailles. Et les industriels du marketing ont appris à faire du branding, du marketing des tailles elles-mêmes. Puisqu'en fait, on ne les appelle plus forcément petits, moyens, grands, ou on ne les appelle pas par leur contenant, mais le petit chez Starbucks, comme vous savez, c'est un grand. Et le grand, il s'appelle Venti, parce qu'il fait 20 onces. Et juste récemment, ils ont introduit le Trenta, qui fait 31 onces. On peut se dire, bon, c'est du café, il n'y a pas tellement de calories là-dedans. Mais en fait, si on prend par exemple un espresso glacé avec chocolat blanc et du lait et sans crème, parce qu'on est raisonnable, on obtient quand même 250 calories pour le petit, 330 pour le moyen, 500 pour le grand et 775 pour le très grand. Juste avec une boisson. L'autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'en fait, c'est très difficile de finalement se rendre compte de l'augmentation des quantités. Là, vous voyez par exemple ici, le Trenta et le Venti, ils ont quasiment la même hauteur. Or, le Trenta, il fait 40% de plus que le Venti. Entre le Venti et le Grande, il y a 25% d'écart uniquement, mais la hauteur change beaucoup. Et donc, il paraît beaucoup plus grand. Et donc, ce sont tous ces genres de biais que je vais étudier ensuite et qui expliquent pourquoi c'est si difficile d'estimer les quantités. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, puisque récemment, Starbucks a annoncé le Plenta, 379 calories, centilitres, pardon.
et puis le Micra, le tout petit. Bon, c'était annoncé le 1er avril, donc c'était une blague. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris que c'était une blague. Il y a beaucoup de gens dans les blogs, vous verrez, qui disent « Ah, j'adore, moi, comme ça, au moins, j'aurai mon café pour la journée. » Et l'autre chose qui me paraît amusante, c'est qu'ils ont annoncé comme une blague le Micra de 6 centilitres, qui est quand même la taille d'un espresso normal en Europe, quoi. Mais pour eux, c'était une blague. Alors, on trouve ça dans différentes chaînes de distribution. Au cinéma, par exemple, les tailles des pop-corns sont devenues énormes. Et le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'appellation qui soit claire. Alors, là, j'ai les tailles, le nombre de calories du petit, de la moyenne taille. Je n'ai même pas mis la très grande parce que c'est énorme, dans 2 chaînes de cinéma. Et on voit qu'en fait, un moyen dans cette chaîne de cinéma fait 680 calories. Et c'est-à-dire qu'il en fait moins que le petit dans une autre chaîne. Et au niveau des fast-foods, on sait qu'en réponse à la pression actuelle de réduire les portions à la suite du film Super Size Me, etc., certains fast-foods ont choisi complètement d'ignorer. Donc là, par exemple, j'ai les boissons de fast-food de Subway. À Subway, ils ont un petit, un moyen, un grand, un extra large. Extra large, il fait 44 onces, plus d'1 litre. Et chez Burger King, ils ont fait quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on a supprimé l'extra large. Vous allez chez Burger King, il n'y a plus d'extra large. Ça n'existe pas. Mais en fait, le large est aussi grand que l'extra large chez les autres. Et donc le large est en fait le nouveau nom de l'extra large. Le moyen, c'est l'ancien nom du large. Et le petit, c'est l'équivalent d'un médium avant. Donc en fait, ils ont uniquement changé le nom des portions. Et finalement, en comparaison, on voit que McDonald's est le plus vertueux, puisque chez eux, un grand était vraiment égal à un grand, un moyen, un petit, un petit. Même si, évidemment, ça reste très élevé. Donc dans ces conditions, il n'est pas étonnant que lorsqu'on demande aux gens d'estimer les quantités, on soit complètement perdu. Que ce soit au restaurant, à la maison, c'est très difficile. Finalement, les gens ont tendance à se focaliser sur le choix de l'aliment, et après, ils vont consommer tout ce qu'on leur donne. Et donc, dans ce cadre, la première étude que j'ai réalisée, ça a été très simplement d'aller dans différents fast-food et de demander aux gens qui venaient de commander un repas d'estimer le nombre de calories du repas. Ces études qui ont été répliquées de nombreuses fois en demandant la taille, le volume, le nombre de grammes. Enfin, ce n'est pas le fait que ce soit des calories en soi qui est important. Et si vous voulez, sur l'axe ici des X, vous avez le nombre de calories réelles qu'on a obtenu en regardant sur le site web du restaurant. Ici, c'est le nombre de calories perçues, donc de 0 à 2000. Et si les gens en moyenne étaient sans biais, ça devrait tomber sur la diagonale. Je ne suis pas en train de dire que chaque personne va être pile poil une estimation juste, mais si on agrège, les surestimations devraient compenser les sous-estimations, tout ce qu'on appelle la sagesse des foules, quoi. Et en fait, pas du tout. La courbe qu'on obtient est une courbe fortement non linéaire. En fait, une courbe de puissance, un peu presque de racine carrée. Et on se rend compte que les gens sous-estiment l'augmentation. Si on passe, par exemple, de 500 à 1500 calories, donc on triple, en fait, l'impression, c'est qu'on va passer de 250 à 800. Donc on va doubler ou à peine plus. Globalement, si on double, les gens ont l'impression qu'on augmente de 50%. Et le résultat, c'est qu'en fait, les gens sont finalement assez bons dans l'estimation des petits repas, mais ils ne se rendent pas compte de l'accroissement des quantités et des portions. Ce qui fait que lorsqu'on a des consommateurs qui ont commandé un repas assez important avec un milkshake, etc., de 1500 calories par exemple, eh bien, au lieu d'estimer à 1500, ils vont estimer dans les 800 calories. Et c'est un effet qui est énorme. On parle toujours de la publicité en marketing, etc., mais on obtient c'est rare qu'on arrive à trouver des effets, hein. Là, on a un effet bœuf qui est d'autant plus intéressant, qui ne dépend pas de l'IMC. On en a parlé un peu dans l'introduction. Ici, on voit en fait sur cette courbe les estimations des répondants avec un point normal. Et en rouge, les estimations des répondants en surpoids. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont sur la même courbe. Voilà, c'est un petit peu compliqué, donc je vais essayer d'expliquer lentement. Ce qui se passe, c'est qu'à repas égal, les consommateurs en surpoids ou obèses et les consommateurs avec un point normal, ou même les experts, des sénateurs, demandez qui vous voulez, vont avoir la même estimation, grosso modo, du nombre de calories de la taille. C'est une estimation qui est basée sur une perception du volume. Si on augmente la perception du volume, si on augmente le volume, on va bien sûr se rendre compte que ça augmente, mais on va sous-estimer l'accroissement. Et en fait, il n'y a aucune différence entre les estimations des répondants avec un point normal et les estimations des répondants en surpoids, une fois qu'on contrôle pour la taille du repas. Maintenant, il y a aussi une autre chose qui se passe. Ici, vous avez le repas moyen des répondants surpoids, qui était à peu près 1100 calories. Et ici, c'est le repas moyen des répondants avec un point normal, qui était à peu près
veut dire quoi, 700 calories. Et donc ce qui se passe, c'est que les répondants au surpoids ont choisi des repas plus importants. Et à cause de cela, ils sont plus à droite sur la courbe. Et au lieu d'avoir une faible sous-estimation de l'ordre d'à peu près peut-être 10% ici, ils ont une très forte sous-estimation de l'ordre de 30%, et qui est entièrement due à leur choix d'un repas plus important. Si on demande aux personnes obèses d'estimer un repas type, il n'y a aucune différence avec l'estimation des gens qui sont en poids normal. Et ça, c'est important parce que je sais qu'il y a des nutritionnistes et des médecins ici. On sait tous qu'il y a une sous-estimation de la consommation. On sait tous que les gens qui sont surpoids ou obèses sous-estiment encore plus leur consommation. Donc, on aurait tendance à penser que c'est parce qu'ils mentent ou parce qu'ils veulent se faire valoir ou c'est peut-être pour ça même qu'ils sont obèses, qu'ils sont très mauvais à estimer les quantités. Et en fait, ce que cette étude montre, c'est que pas du tout. Ce n'est pas volontaire, il n'y a pas de mensonge derrière, c'est simplement parce qu'ils estiment des repas qui sont plus importants. D'ailleurs, lorsqu'on demande aux gens obèses d'estimer la taille des portions de leurs enfants, qui sont des petites portions, il n'y a plus aucun biais. Et donc, la façon de résumer ça, c'est de dire que c'est la taille des repas et pas la taille des répondants qui explique les biais de perception. Donc voilà, ce genre d'études, une fois encore, ont été répliquées à la maison, en différents types de repas aussi. On a fait ça aussi en France. On a fait ça auprès de nutritionnistes. Bon, évidemment, la courbe n'est pas toujours la même. Les nutritionnistes étaient quand même plus proches de la réalité, les diététiciens. Mais d'une manière générale, si on a un effet d'illusion d'optique, si on double la taille d'un volume, ça ne paraît pas 2 fois plus grand. Et je vais venir et je vais essayer de répondre pourquoi. Mais avant de répondre à ça, je vais dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à mieux estimer l'accroissement des portions. Donc là, on a testé différentes choses. Ici, en noir, c'est donc la courbe dans le groupe de contrôle. On a testé d'abord l'idée d'expliquer ce biais, d'éduquer et de motiver les répondants à répondre de façon la plus juste possible en les payant en fonction de la justesse de leurs estimations. Et tout ce qu'on est arrivé à faire, donc c'est la courbe bleue ici, c'est qu'on leur a fait très peur. C'est-à-dire que leur estimation moyenne des nombres de calories a augmenté de 20 à 30%. Par contre, vous voyez, les deux courbes sont quasiment parallèles. Il n'y a eu aucun effet bénéfique au niveau de l'estimation de l'accroissement des portions. Dans les deux cas, si vous doublez une portion, que ce soit la courbe bleue ou la courbe noire, les gens ne se rendent pas compte que vous la doublez. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a affaire à un biais cognitif très ancien qui date et qui ne se retrouve pas seulement dans l'estimation des quantités, mais dans tout, qui est extrêmement difficile à corriger. C'est le biais qui fait que lorsqu'on met une bougie dans une salle noire, elle va faire de la clarté. La deuxième bougie va apporter moins de clarté, et lorsqu'il y en a 1000, la 1001e ne fera aucun effet. C'est ces effets de psychophysique, de saturation et d'inélasticité, on dit ça, de la perception. Ça se retrouve sur l'estimation du sucre, de tout ce qu'on veut, du bruit, etc. Et ça se retrouve de la même chose ici. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à corriger. Et donc au lieu d'essayer de la corriger, en fait, on peut ruser, on peut utiliser ces biais pour finalement aider les gens à mieux estimer. Et une façon de le faire, et parce que vous voyez que les problèmes, c'est vraiment pour les grosses quantités. Et une façon de le faire, c'est au lieu de demander aux gens d'estimer le nombre de calories ou le volume d'un repas tout entier, ou encore pire, de ce qu'ils ont consommé toute la journée, on leur a demandé d'estimer par morceau, c'est-à-dire estimer le nombre de calories du plat principal, de la boisson, de l'accompagnement. Donc de faire 3 estimations de plus petites quantités. À ce moment-là, ils se trouvent sur une portion de la courbe qui est très proche de la réalité, qui est très juste. Et donc, si on leur demande d'estimer non pas le volume total, mais chaque chose séparément et ensuite de l'additionner, on obtient la courbe rouge, là, qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc, une solution, qu'on a d'ailleurs testée auprès de diététiciens aussi, c'était leur demander d'estimer séparément. Et ça a eu un effet aussi sur le choix des quantités choisies par les diététiciens pour eux-mêmes, même auprès de personnes expertes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cet effet, ce biais qui est si important? En fait, une nouvelle étude que je suis en train de faire montre que c'est probablement parce qu'on n'estime pas réellement le volume, on est sensible à la surface de l'objet. On est sensible aux faces, si vous voulez, du cube et pas au volume réel. Et pour vous donner un exemple, on a fait cette étude avec des pop-corn. Bon, c'était des vrais pop-corn, là, c'est schématisé. On leur disait, voilà, ça c'est le petit, il fait 70 centilitres. Estimez le nombre de calories du moyen, du grand, du très grand, combien vous serez prêt à payer, etc. Et dans une condition, c'était un accroissement proportionnel des 3 dimensions. Chacune des dimensions était augmentée de 19%, ce qui ne paraît pas grand-chose d'ailleurs. Juste pour mémoire,
de combien faut-il augmenter chacune des 3 dimensions pour doubler un volume? Aucune idée? Vous augmentez de combien la hauteur, la largeur et la profondeur pour doubler un volume? C'est 26%. Parce que 1,26 au cube, ça fait 2. Et c'est juste pas intuitif. Vous prenez une orange, vous augmentez son rayon de 26%, vous doublez le poids volume de l'orange. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'avec des petites augmentations des 3 dimensions, en fait, on arrive à des grandes augmentations de volume qu'on ne voit pas. Et contraster cela avec ce qui se passe lorsque, en fait, on augmente en une seule dimension, c'est uniquement la hauteur. Et là, en fait, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte qu'on a augmenté la quantité. Et donc, on le voit de visu, mais donc, voici les résultats de l'étude. Ici, c'est l'augmentation réelle des quantités. Ici, c'est l'augmentation perçue en termes de multiples de la petite taille. Ici, en rouge, c'est l'augmentation lorsqu'elle se fait uniquement en hauteur, une seule dimension. Ça peut se faire aussi uniquement en largeur, ou uniquement, peu importe. Et ici, c'est l'augmentation lorsqu'elle se fait en 3 dimensions. Un effet très important, c'est-à-dire que si vous multipliez par 5 la quantité, si c'est en une seule dimension, les gens vont dire, bon, à peu près 4 fois plus. Donc, pas trop mal, un peu en dessous de la réalité, mais pas trop mal. Mais si vous augmentez en 3 dimensions, ils vont dire en moyenne, oh, il y en a que 3 fois plus. Donc ils vont oublier 40% de l'augmentation. Donc pour vous donner un exemple, pour la taille XL ici, en une seule dimension, l'estimation moyenne était de 278 centilitres, 16% en deçà de la réalité. En 3D, l'estimation moyenne était de 200 centilitres seulement, 40% en dessous de la réalité. Donc dans la plupart, on se rend compte comme ça, en changeant la forme du produit, que c'est vraiment la surface qui influence les perceptions. Et par exemple, ici, là, on augmente très fortement la surface en hauteur par rapport au bas. Mais on a même fait des études dans lesquelles on montrait que si on réduit la taille d'une portion, mais en l'allongeant comme une nouille, c'est-à-dire en augmentant la surface, mais en réduisant le volume, les gens ne vont pas se rendre compte que vous avez réduit le volume. Et ce qui est une des pistes qu'on est en train d'étudier pour finalement trouver un win-win entre les producteurs qui veulent réduire les portions sans que ça se voit trop. Bon, mais les résultats de ce genre de choses, ce n'est pas simplement dans l'estimation des calories, mais aussi dans le dosage. Par exemple, on a fait une étude dans laquelle on a dit aux gens, voilà, on a mis une certaine quantité, on leur a demandé de tripler la dose. Et c'était soit des verres qui étaient cylindriques, donc il y a uniquement une dimension qui change, c'est la hauteur, soit des verres genre verres de cocktail qui sont coniques. À ce moment-là, le volume croît pas simplement avec la hauteur, mais aussi avec le rayon qui augmente. Et donc ici, c'est une augmentation en une seule dimension, hauteur. Ici, c'est en 3 dimensions. Et comme on sait qu'en 3 dimensions, on sous-estime l'accroissement réel, voilà les résultats. En une dimension, parfait. On leur a demandé de tripler, en moyenne, les gens ont triplé. En 3 dimensions, au lieu de tripler, ils ont presque quadruplé le volume. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été le cas aussi pour des petits dosages ici de sirop pour enfants, puisque en fait, certains sirops donnent des petits gobelets doseurs qui sont coniques. Et lorsqu'on demande aux patients de tripler une dose, ils disent « Oh, bon, j'ai un enfant de 3 mois, la dose c'est ça, bon, 9 mois, je vais tripler. » En fait, ils vont quadrupler. Et donc, cet effet se reproduit dans les quantités versées et pas uniquement dans les perceptions des calories. Donc ça, c'est la première partie de mon exposé, c'est sur l'impact de l'augmentation des portions. Donc pour résumer, encore une fois, les gens sous-estiment l'augmentation des portions, surtout si les volumes augmentent de manière proportionnelle. L'autre effet du marketing, l'autre tendance forte qu'on a tous pu constater, c'est le positionnement en fait, de produits ou de chaînes de restauration sur des arguments santé nutritionnels. Que ce soit les allégés, les 0%, le sucre avec 2%, ici le chocolat avec 2% de sucre, ou alors Subway là, qui maintenant a débarqué en France. Pendant longtemps aux États-Unis, ils ont été la chaîne qui a le plus progressé grâce au témoignage de Jared Fogle qu'on voit ici, qui a perdu la moitié de son poids en mangeant chez Subway. Et donc, il y a un positionnement marketing clair de certaines chaînes qui sont perçues comme meilleures que d'autres au niveau de l'alimentation. Par exemple, Subway, c'est mieux que McDo. Et c'est vrai qu'en général, c'est le cas. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce positionnement marketing des différents produits, différentes chaînes, ne va pas avoir une influence sur la perception des quantités et qui peut avoir un effet pervers, boomerang, qui va finalement inciter les gens en se disant « Ah, c'est bon pour la santé, du coup, il y a moins de calories, du coup, je peux en consommer plus. » Donc, par exemple, on a fait une étude dans laquelle on a demandé à des gens d'estimer le nombre de calories de 2 produits. Un produit qui est considéré comme mauvais pour la santé, c'était des bonbons, genre des M&M's.
chocolaté. Un autre produit qui est considéré bon, c'était du muesli, mais qui en fait a la même densité calorique que dans les deux cas. Et on a aussi changé l'appellation, c'est-à-dire qu'on a soit présenté comme des bonbons classiques, soit des bonbons allégés en matière grasse. Et voici donc les résultats. On se rend compte que l'appellation allégé faisait perdre à peu près 15 à 20% dans l'estimation des calories. Alors qu'en réalité, pour avoir l'appellation allégé, il faut qu'il y ait moins de gras, mais on n'est pas du tout obligé d'avoir moins de calories. Et par exemple, on a tous des exemples de produits qui se présentent à 30% de sucre en moins, sauf que comme ils compensent avec autre chose, ils ont plus de calories que les produits qui ne sont pas allégés. Mais l'autre aspect intéressant, c'est qu'on retrouve le même effet mention allégé sur le muesli, mais regardez à des niveaux très différents. C'est-à-dire qu'il y a une forte sous-estimation des calories pour le muesli. Encore une fois, les produits perçus comme bons pour la santé, on sous-estime le nombre de calories. Résultat, dans une autre étude que je ne vais pas présenter, lorsqu'on disait aux gens, voici des bonbons chocolatés allégés, ce qui n'existe pas, ils en ont consommé 50% de plus parmi les individus en surpoids et 20% de plus parmi les individus avec un poids normal, alors qu'il n'y avait aucune indication qu'il y avait réellement moins de calories. Une surcompensation derrière. Quelle peut être la solution ? Il faut inciter les consommateurs à prendre le contre-pied du positionnement de la communication. Donc, par exemple, on a fait une étude dans laquelle on a inventé des noms de restaurants. Il y a un restaurant de burgers et avec au menu beaucoup de produits considérés comme mauvais pour la santé. Et un restaurant qui s'appelait Good Karma avec plein de produits diététiques, etc. Et des légumes. Et on demandait aux gens d'estimer le même sandwich qui était sous leurs yeux, sandwich Coca. Et il y a cet effet de halo, encore une fois, que le même sandwich, lorsqu'il vient d'un restaurant qui est perçu comme mauvais pour la santé, va avoir une estimation plus importante du nombre de calories que lorsqu'il vient d'un restaurant bon pour la santé. Et on a retrouvé ça, par exemple, les gens qui vont chez Subway, finalement, ont une estimation plus erronée du nombre de calories que les gens qui vont chez McDonald's. Les gens qui vont chez McDo, ils savent qu'ils ont péché, ils savent que c'est mal, ils savent que c'est mauvais, et d'ailleurs, parfois, ils vont surestimer. Oh, c'est vraiment mauvais, je suis sûr que ce petit burger, il a 1000 calories, alors qu'en fait, il en a 300. Et les gens qui vont chez Subway ou tout autre restaurant qui se positionne sur santé, ils vont dire « Ah, mais Subway, ils ont des restaurants, ils ont des menus très diététiques. Même si je choisis l'énorme sandwich qui fait toute la table et qui est rempli de jambon et de viande, etc., il y a cet effet de halo qui persiste. » Alors heureusement, lorsqu'on a incité les gens à prendre le contre-pied du positionnement du restaurant, en leur disant « Est-ce que vous êtes sûr que ce positionnement santé s'applique bien à ce produit-là que vous êtes en train d'estimer ?» L'effet disparaissait. Donc là, contrairement à le biais cognitif dans la perception des quantités dont je parlais tout à l'heure, ici c'est un biais plus affectif, émotionnel, qu'on peut corriger facilement en demandant aux gens de faire attention. Dernière démonstration. Probablement la plus intéressante, c'est l'effet de la cerise sur le gâteau. En fait, la plupart des repas qu'on prenne des produits, des aliments qui sont considérés bons et d'autres mauvais pour la santé. Et la question qui était posée ici, c'était de savoir que se passe-t-il si on rajoute une salade à un burger ou une cerise à un gâteau. Ok, burger mauvais, salade bon. Alors, dans une partie de l'étude, on a demandé aux gens d'estimer séparément le burger, moyenne 600 calories, pile poil. La salade, en moyenne, 90 calories. OK. Et un autre groupe, on leur a demandé d'estimer le nombre de calories de la combinaison du total. Et là, en fait, on a trouvé un phénomène incroyable, qui était que les salades avaient des calories négatives. Puisqu'en fait, lorsqu'on estimait le cheeseburger plus la salade, le total des deux faisait moins que le cheeseburger tout seul. Rajouter de la salade, aspirer les calories du cheeseburger. Et ça a été répliqué avec la cerise sur le gâteau, avec tout un tas. Du moment qu'on a deux produits qui sont un peu stéréotypés, un bon, un mauvais, rajouter le bon, et on comprend bien l'idée, puisque finalement les gens ont une approche encore qualitative en se disant « Ok, bon plus mauvais, en moyenne, c'est mieux que mauvais tout seul. » Mais encore une fois, il faut avoir une approche quantitative là, quand on parle de calories. Et donc, la façon de débiaiser cela, c'est de demander aux gens de faire attention aux quantités. Donc ça avait été fait dans cette étude en demandant aux gens d'estimer la taille de différentes portions. Et lorsque les consommateurs étaient dans cette optique quantitative et pas qualitative, en fait l'effet disparaissait. Là on avait ce qu'on devrait trouver, c'est-à-dire que le burger plus la salade a autant de calories, que ce soit estimé ensemble ou séparément. Donc là je termine. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Le marketing utilise les biais de perception, pas forcément d'ailleurs de manière volontaire, des fois c'est juste par essai-erreur.
il y a cette sous-estimation, cette illusion d'optique qui fait qu'on ne se rend pas compte de l'accroissement des quantités. C'est universel et automatique, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment d'accès, c'est involontaire. On a ces biais affectifs, ce halo santé, qui fait qu'on a tendance à stéréotyper un produit. Et si finalement un produit peut argumenter d'un bon point, que ce soit oméga 3, des fibres, des céréales complètes, finalement il va être catégorisé comme un bon produit, même s'il est plein de sucre, etc. C'est pour ça qu'on voit je sais pas, le beurre de cacahuète qui dit « Ah, on est plein de protéines ». Ah ouais, mais il y a beaucoup de lipides, ça ils ne le disent pas, mais finalement, ah, ben c'est bon, alors finalement il y a des protéines, il y a des oméga 3, etc. Donc un seul bon point suffit, indépendamment de la quantité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de progresser dans ce domaine? Bon, clairement, un des aspects qui est en train de se mettre en place, c'est de généraliser l'étiquetage des calories, pas simplement pour les produits qui sont vendus en supermarché, mais aussi pour les aliments qui sont achetés dans les restaurants ou partout ailleurs. On ne faut pas s'attendre à ce que ça incite tout le monde à réduire la taille de leur portion, puisque on sait très bien que la majorité des gens ils choisissent l'alimentation pour des raisons de plaisir. La santé, ça va vraiment très très loin derrière. Et c'est simplement pour un petit nombre. Mais pour le petit nombre qui veut réellement contrôler les portions, ça va aider. Et d'ailleurs, ça dépend de quoi on parle. Si on parle par exemple de Starbucks, où là réellement les gens se disent le café, il n'y a pas de calories, et là on voit 800 calories, quand il y a vraiment un effet choc comme ça, l'étiquetage peut vraiment aider. L'autre possibilité, c'est tout simplement de remettre les petits formats au menu. Vous avez peut-être entendu parler de toute cette nouvelle approche en économie, ils appellent ça paternalisme asymétrique ou éclairé. L'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'on va utiliser les biais des consommateurs, et notamment le fait que personne ne veut choisir les extrêmes, et le fait qu'on a du mal à estimer les quantités réelles. Pour simplement rajouter un tout petit portion au menu de McDo, l'étude a été faite, fait que le petit devient le nouveau moyen. Et comme on ne veut pas choisir le petit, mais maintenant que c'est un moyen, on se rend compte qu'on a deux effets bénéfiques. D'une part, une faible partie des consommateurs vont choisir vraiment le tout petit, mais c'est peu. Mais d'autre part, les gens qui choisissaient l'ancien moyen, qui était un gros gobelet, vont choisir le nouveau moyen, qui est maintenant un plus petit gobelet, sans finalement que ce soit tellement difficile pour eux à faire. Et l'idée du paternalisme asymétrique, c'est que les consommateurs qui font réellement attention, on ne les contraint pas. Et ils peuvent toujours choisir l'ancien moyen ou le gros s'ils veulent. Ceux qui ne font pas attention, c'est-à-dire 99% d'entre nous, on peut les inciter comme ça à choisir quelque chose qui est bon pour eux. L'autre possibilité, j'en ai déjà parlé, estimer séparément et pas l'ensemble du repas. Prendre le contre-pied des allégations santé, avoir toujours un peu un esprit critique. Et puis, plus généralement, rappeler finalement à tout le monde que bon, la qualité, ça joue, mais la quantité, ça joue aussi. J'ai fini pour aujourd'hui, pour maintenant, et peut-être que je pourrai répondre à des questions tout à l'heure. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez accéder en fait à toutes les études en allant sur mon site sur linsead.edu, EDU comme éducation. Et sinon, ça a été repris dans un livre écrit par mon co-auteur Brian Wansink, qui s'appelle « Conditionner pour trop manger », dans lequel il parle de ce genre d'études et d'autres études qui montrent, encore une fois, qu'on ne fait pas attention aux quantités et qu'on peut être piégé par les effets du marketing. Voilà. Donc pour enchaîner avec ce que vient de faire Pierre Chandon, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que sur des enquêtes donc nationales représentatives, on va pouvoir d'une certaine façon mesurer les portions et justement voir selon les types de produits quelle est l'influence du marketing, dans le sens où sur certains produits on a des portions préétablies et sur d'autres produits c'est plutôt au choix du consommateur, et on va voir qu'en effet on constate sur ces enquêtes françaises un petit peu tout ce que vient de montrer Pierre sur au moins la taille de portion. Donc comment est-ce qu'on fait sur les enquêtes alimentaires qui sont utilisées en France avec les carnets de consommation pour mesurer les portions? En fait, on a des enquêtes qui sont représentatives, on a toutes les enquêtes qui sont faites en France, donc que ce soit INCa ou les enquêtes comportement et consommation alimentaire en France, CECAF, donc qui sont faites au CREDOC. On choisit tous la même méthodologie qui est de prendre des échantillons de ménages, donc ça c'est très français de travailler au niveau du foyer, et ensuite à l'intérieur des ménages, alors soit on tire au hasard des individus, soit on enquête tous les adultes, c'est ce qu'on a fait nous au CREDOC. Alors il y a des effets statistiques de grappe, mais on peut essayer de s'en affranchir. Ensuite on a des échantillons, des suréchantillons d'enfants, puisqu'on travaille de façon différenciée entre les différentes tranches d'âge. Donc dans l'enquête qu'on va étudier aujourd'hui, on a environ 1000 enfants et 2400 adultes.
Donc on fait en France des méthodes par quota. Ça, c'est aussi des choix statistiques qui sont différents, notamment en Angleterre et dans d'autres pays où c'est plutôt par tirage aléatoire. Et on est représentatif en essayant de caler les échantillons sur l'âge, la profession, la région, la taille d'agglomération et le nombre de personnes dans le ménage. Nos enquêtes se font sur 9 mois pour tenir compte des effets de saisonnalité et on est représentatif sur 4 périodes de l'année. À chaque fois, on a des sous-échantillons qui sont représentatifs, ce qui permet de regarder les résultats en fonction des différentes saisons. Ensuite, sur la façon de mesurer les choses, c'est qu'on utilise un carnet de consommation. Donc, il y a plusieurs méthodologies. Celle qui est utilisée ici, c'est pendant 7 jours. On a un carnet avec des occasions préétablies. Donc ça aussi, c'est très culturel à la France parce que quand on regarde comment c'est fait aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même méthodologie parce qu'il y a moins de repères de repas. Donc nous, on préétablit des repas. Et surtout, ce qui est important pour ce sujet des portions, on utilise le cahier photographique de Suvimax. C'est-à-dire qu'on a des photos et on a 3 tailles d'assiettes, plusieurs tailles de verres. Et on peut cocher sur des tailles intermédiaires et on peut mettre des parts multipliées par le nombre de fois où on a pris une assiette sur chaque aliment. Donc le cahier photo est assez important. Donc il y a tous les types d'aliments, des légumes différents, des viandes différentes, des boissons différentes, des gâteaux différents, etc. Donc c'est un système qui est assez lourd puisqu'il faut que l'enquêté remplisse chaque jour pendant une semaine tout ce qu'il mange chez lui et à l'extérieur. Et qu'en même temps, il utilise ce cahier photo pour estimer les portions. Jusqu'à présent, on a pu mesurer des quantités globales qui étaient assez proches de ce qu'observent les différents acteurs sur les marchés. Donc on n'a pas l'impression avec ces systèmes d'enquête de trop sous-estimer. Donc en déclaratif, on s'appuie sur ces photos. Donc par rapport à ce qui vient d'être dit, on essaye d'être le plus proche de ce que les consommateurs consomment. Donc un exemple du cahier photo, c'est vraiment ici le petit déjeuner, c'est qu'on leur demande de noter à la fois tous les aliments, toutes les boissons, et en même temps, alors on a tout un tas d'informations qui permettent de travailler donc, sur une des caractéristiques du modèle français, c'est d'avoir les durées des repas, d'avoir avec qui on mange, où on mange, est-ce qu'on mange devant la télé ou pas. Et en même temps, on a tout un tas d'indications sur les aliments avec un niveau de détail très fin, puisqu'on leur demande d'écrire en clair ce qu'ils mangent, de noter la marque, ça c'est nouveau dans les nouvelles enquêtes, et ensuite de noter ce numéro de photo qui permet d'avoir la quantité derrière et d'avoir le nombre de parts. En même temps, on a des caractéristiques notamment sur l'allégé, et donc on a pu faire des études analogues et on a montré exactement la même chose, notamment sur le fait que quand on consomme, surtout sur les allégés en matière grasse, on en consomme plus, et que finalement on arrive exactement au même nombre de calories que quand on prend des produits standards. Ce qu'on a fait pour calculer la portion, donc ça c'est important pour la suite des résultats, c'est qu'on prend, parce que dans les carnets c'est comme ça qu'on peut le plus facilement le mesurer, c'est un petit peu la seule unité que l'on a, c'est la portion, donc c'est la taille de ce qui est consommé à une occasion pour le même produit donné. Donc on met en portion, si on a pris 2 verres de vin, eh bien c'est une portion, et c'est comme ça que c'est réalisé pour pouvoir finalement le mesurer en vrai. Donc, je vais vous montrer des résultats sur plusieurs types de produits, donc en fonction des secteurs sur lesquels on a travaillé. Bien entendu, ces résultats pourraient être approfondis avec une étude complémentaire, puisqu'on couvre tous les aliments, puisque c'est tous les repas de tous les jours sur l'ensemble de la population française. Donc, ces enquêtes qu'on a existent tous les 3 ans. Donc, les résultats que je vous présente, c'est 2007. On vient de terminer la suivante, qui est 2010. Qui pourra dans la suite être utilisé pour continuer sur ce sujet. Donc le premier point, c'est sur la question des boissons. Donc il y a des différences très importantes en fait sur ces produits-là de contenants et notamment des tailles de verre. Et donc là, si je vous dis, là c'est vraiment la moyenne, donc ça va simplement vous montrer que certaines populations ont des moyennes par repas, puisque c'est la taille de portion sur le total boisson, qui vont être plus élevées, notamment chez les adolescents, qu'on a, selon les années, on a plutôt une baisse entre 2003 et 2007. On a vu en effet que la quantité de boissons a un peu baissé, et ça a été surtout lié en fait à des conditions climatiques qui ont influencé ces baisses de portions. Donc finalement, on adapte quand même ce qu'on consomme à ce qu'on ressent et par exemple le climat. Ensuite, ce qui est important, c'est de comparer les tailles des portions selon le type de boisson.
Et ce que vous voyez, c'est assez intéressant, c'est que finalement, sur des produits comme les sodas, ce que j'appelle BRSA, c'est les boissons rafraîchissantes sans alcool, que j'ai isolé des jus et nectars. Hein, c'est une façon de regarder les choses parce que ce n'est pas du tout les mêmes usages. Eh bien, on se rend compte que les produits qui sont en portions les plus importants, donc en premier c'est l'eau, mais que le deuxième c'est les sodas. Et donc pourquoi les sodas? On atteint 310 millilitres ici, 300 millilitres de ce côté-là. Donc on atteint finalement la taille de la canette. C'est que finalement, pour ces produits, alors qu'on sait que la buvabilité est plus difficile hein, pour un soda qui est pétillant par rapport à un jus, eh bien c'est que finalement, parce que l'offre propose ces tailles de canette, eh bien on va boire l'équivalent d'une taille de canette, alors qu'un jus de fruits qui est plutôt sous format en termes d'offre, parce qu'ici on est vraiment sur tout, hein, domicile et hors domicile, on va plutôt avoir des quantités plus faibles, qui vont être liées en fait, au fait que c'est des grands formats et qu'on s'en sert. Enfin, on a l'habitude d'en consommer moins. Et vous voyez que sur les boissons chaudes, on va être à des tailles aussi plutôt de 200 millilitres. Donc ça correspond souvent à des tailles hein, de tasses. Donc là, boisson chaude, c'est le mélange du thé et du café, donc c'est une moyenne sur les deux. Et qu'en même temps, on va avoir aussi des différences selon les âges, ce qui est assez logique et pas très anormal. Si on regarde, si on fait donc premier point, c'est ça. Hein, c'est que quand on a des canettes qui existent, eh bien, on a tendance à consommer des canettes. Dans la note que je vous ai mise, j'ai regardé les cartes types et on voit qu'il y a beaucoup plus de variabilité sur des produits où il y a moins de standardisation de taille standard. Donc ça veut dire qu'on est en moyenne tous, on prend tous les mêmes tailles. Par contre, sur des produits qui sont plutôt en vrac, on va avoir une variabilité beaucoup plus forte. Si on fait un focus sur les boissons alcoolisées, c'est intéressant parce qu'en fait, on va constater que, évidemment, par rapport à des recommandations de consommation d'alcool, on a des différences très fortes hein, selon les produits, des quantités d'alcool contenu, selon le type de boisson alcoolisée, et que la recommandation qui est de consommer 2 verres par jour pour les femmes et 3 pour les hommes est basée sur un verre qui fait 1 unité d'alcool. Et ce qu'on constate dans nos carnets, c'est que si je regarde déjà les quantités moyennes, eh bien, évidemment, on va avoir des différences très fortes qui vont à peu près dans le sens des quantités d'alcool, hein, des quantités d'alcool pour 100 grammes. On a des quantités beaucoup plus fortes de vin, par exemple, par rapport à la bière. Donc là, par contre, c'est à l'inverse de ce qu'il faudrait, puisque la bière contient moins d'alcool qu'un verre de vin. Si je convertis ça, je regarde en portion moyenne, eh bien, on voit, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, hein, là, le vin, par exemple, a une contenance d'à peu près 10 centilitres pour avoir 1 unité d'alcool, eh bien on est à pratiquement 2 fois plus. Sur la bière, c'est à peu près plus logique puisqu'on va être à 33 millilitres, qui correspondait à peu près à 1 unité d'alcool. Et si je convertis en unité d'alcool, c'est ce résultat-là qui est intéressant. Je fais la portion moyenne selon les types de produits par rapport à un acte de consommation. Eh bien, vous voyez qu'on est pratiquement pour tous les produits à pratiquement 2 fois plus. C'est que finalement, un verre d'alcool consommé, alors une portion consommée à une occasion, ben c'est l'équivalent de 1,8 fois verre de vin, 1,7 fois verre d'effervescent, donc ça c'est les champagnes. Sur la bière, on est à 1,7, sur les spiritueux allongés à 1,6, et que sur les spiritueux purs, et c'est là que c'est le pire, c'est qu'on est à pratiquement 3, et il n'y a que sur les vins d'apéritif où on est à peu près à l'équivalent d'un verre égale 1 unité d'alcool. Donc il y a le fait que finalement les recommandations ne sont pas adaptées à ce qui est réellement consommé. C'est que finalement quand on croit prendre le verre, eh bien on en prend 2 fois plus. Et ça c'est parce qu'on a des tailles de verre très très différentes. Donc autant dans la restauration, quand on vous sert un verre de spiritueux, c'est vraiment 1 unité d'alcool, parce que là le restaurateur n'a pas intérêt à en verser plus, donc il y a des doses, c'est qu'il y a vraiment des systèmes de dosage qui se font quand on verse. Mais à la maison, il n'y a pas du tout ce système de dosage. Donc il va falloir changer les pratiques pour arriver à avoir une consommation modérée de ce produit-là qui, en effet, est plutôt quand même assez dangereux. Et on a de plus en plus d'études qui vont dans le sens qu'il faudrait modérer de plus en plus. Si je regarde maintenant, après les boissons d'autres secteurs, on a regardé par exemple les pains et les céréales de petit déjeuner. Eh bien, ce qu'on constate en premier lieu sur des portions moyennes, alors évidemment des portions moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose sur des céréales de petit déjeuner,
eh bien, vous voyez que chez les enfants, on va plutôt avoir, plus on est jeune, en effet, des portions qui se rapprochent des 30 grammes qui sont affichés sur les paquets de céréales. Et que par contre, quand on est chez des adolescents et des adultes, on est très proche en moyenne des 60 grammes. Si je regarde la distribution réelle, puisque c'est ça qui est plus intéressant, vous avez ici les distributions chez les enfants, donc chez les adolescents et chez les adultes. Vous voyez qu'en effet, il y a un pic. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder par rapport au pain, c'est qu'il y a peu de variabilité. Chez les enfants, je vais obtenir 40% des enfants qui prennent une portion de 30 grammes. Chez les adolescents, c'est 45% qui prennent une portion de 60 grammes. Chez les adultes, c'est 30% qui prennent une portion de 60 grammes. Donc on est sur des consommations différentes qui correspondent en fait à ce qui est écrit en marketing sur les paquets. C'est à peu près un bol. Et l'enfant remplit le bol à moitié, l'adulte le remplit en entier. Et donc finalement, ça fait des différences de portions qui sont très différentes selon l'âge et qui finalement ne correspondent pas pour les adultes et les adolescents à ce qui est réellement écrit sur le paquet par rapport à des compositions nutritionnelles. Si je regarde le pain, à la même occasion, ici je regarde qu'au petit déjeuner, eh bien vous voyez que c'est très très variable. C'est que les fréquences les plus fortes, modales, sont proches de 14% et très éloignées du 30% de tout à l'heure. C'est que finalement, selon chacun, eh bien, chacun adapte, alors adapte, on peut le voir dans ce sens, si c'est positif, à ses besoins, la quantité consommée, et ne se force pas à prendre quelque chose qui est préétabli avec un format qui est indiqué sur un paquet. Si je regarde sur le pain de la même façon sur les adolescents, vous voyez la même chose. Donc en effet, chez les adolescents, la valeur modale la plus forte, c'est 60 grammes, exactement comme les céréales, mais il y a beaucoup plus de variabilité par rapport à la courbe de tout à l'heure. Chez les adultes, c'est la même chose, on est plutôt autour de 60 grammes sur la partie pain, donc les mêmes quantités, mais avec ce pic modal 2 fois plus faible, puisqu'on n'est qu'à 20% des actes qui sont sur cette taille-là, par rapport à ce qu'on observait sur les céréales. Donc ce qu'on peut dire en conclusion sur cette partie comparaison pain et céréales, c'est qu'il y a vraiment une influence, donc comme vient de l'observer, de les montrer Pierre Chandon, sur l'influence que va donner l'information qui vient du marketing, et qui est qu'on se cale par rapport à ce qu'il y a sur la photo, et donc on consomme tous la même portion, alors qu'elle n'est pas forcément adaptée à chacun, et qu'en effet on n'aime pas jeter, et ça c'est une caractéristique aussi très française, donc on mange ce qu'on a dans son assiette, on a tous été incités culturellement à ne pas jeter. Si je regarde juste pour finir sur des exemples de consommation de viande, alors là sur la viande ce n'est pas tellement préétabli, eh bien on a vraiment des différences très très importantes, et en effet donc, quand on sépare la population en petits, moyens, grands consommateurs, là on sépare en tertiles, les 30% les plus faibles consommateurs, les 30% moyens consommateurs et les 30% grands consommateurs, on a des variations aussi très très fortes sur cette consommation de viande. Donc sur des produits moins standardisés, on va, et là il n'y a pas trop d'influence en fait des différents secteurs, on voit que sur la volaille par exemple, les quantités sont beaucoup plus fortes que sur d'autres types de produits. Donc ça correspond à une densité énergétique plus faible, à des produits de densité énergétique plus faible. La charcuterie qui a une densité énergétique forte, les portions sont plus faibles. Donc il y a une adaptation qui se fait par rapport à ce dont on a besoin. On sait que par exemple sur le jambon, on a diminué les tailles de portions. Tout à l'heure on citait des exemples sur des produits dans lesquels on a augmenté. Sur ces secteurs-là, on a plutôt eu tendance à diminuer. Ça c'était pour... au moins à domicile, c'est pour diminuer le prix. Le jambon blanc que vous achetez, les tranches, le prix du paquet est le même, mais la taille des tranches a diminué, donc ça va plutôt dans un sens de diminution des portions. Et que finalement, les portions de viande, par exemple rouge, sont assez faibles en moyenne, c'est que 120 grammes. Et quand on regarde par rapport à ce qu'on croit consommer sur la viande rouge, on en consomme très peu finalement en moyenne dans la semaine, et c'est des consommations qui baissent. En France, on en consomme de moins en moins. Donc pour conclure, ce qui est à retenir de ce qu'on a fait, c'est qu'il y a sans doute une influence de l'offre, c'est-à-dire que finalement,
tout le monde, c'est-à-dire qu'on normalise la consommation quand il y a des portions qui sont préétablies, que ce soit pour des céréales où il y a des photos avec des bols, donc sur des produits qui sont consommés avec quelque chose de préétabli. Sur des sodas, ça se voit, sur des céréales, ça se voit. Que par contre, on a souvent une adaptation des recommandations par rapport à ce qui est réellement fait. Donc c'est le cas des céréales, c'est le cas des alcools. C'est qu'en fait, on n'a pas assez regardé ce qui était réellement consommé dans les verres qui changent de taille. Si vous regardez l'offre des verres à vin, on est de plus en plus sur des verres de dégustation qui sont de plus en plus grands. Et si vous réfléchissez au verre de vin que vous prenez rarement un verre de vin qui fait 10 centilitres. Vous avez tendance, parce que les verres sont plus grands, à consommer 2 fois l'unité. Donc on n'arrive pas du tout à aller dans le respect des recommandations parce qu'on a fait des recommandations en verre et pas en millilitres. Et évidemment, ce serait très compliqué, comme on vient de le montrer tout à l'heure, de savoir soi-même exactement la quantité, sauf à essayer de donner des outils pour doser. Donc pour l'alcool, c'est quelque chose qui peut se faire en mettant sur les bouteilles du dosage, comme ça existe en RHF, en restauration en foyer. Il y a vraiment des unités qui sont utilisées pour mettre les bonnes quantités. Enfin, on a l'impression que pour les produits plus bruts, on a des variabilités qui sont beaucoup plus fortes. On le voit bien sur les écarts-types, on le voyait sur les boissons, vous l'avez dans la note, le tableau avec les écarts-types. C'est qu'on a des variations, des variabilités qui correspondent plus à des variabilités individuelles entre les individus qui vont sans doute vers une meilleure adaptation de la consommation aux besoins. Sur du pain, on prend le morceau de pain qui correspond à ce dont on a envie sans se forcer à consommer un petit pain. Et donc en France, des formats où ce n'est pas des portions individuelles, on a l'impression qu'on a tendance à avoir au moins du plus variable et donc à pouvoir chacun adapter et pas consommer trop. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie, ce qui est observé par rapport à tout ce qui a été dit sur la perception. Voilà, je vous remercie.